Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est encore un immense plaisir de revenir sur cette antenne de Océan FM, plus précisément sur la 98.7, de traiter les sujets d'actualité. Aujourd'hui, on va discuter sur le soubresaut géopolitique mondial que nous vivons actuellement. Et nous avons le plaisir d'avoir comme invité M. Saliou Bokoum. Bonjour M. Bokoum, et vous pouvez en même temps saluer nos chers auditeurs. Bonsoir M. Touf, je vous remercie pour l'invitation et je salue en passant toutes les personnes qui nous écoutent actuellement sur la fréquence. Qui est Saliou Bokoum? Saliou Bokoum est le secrétaire administratif du Rassemblement pour la vérité Andi ci Deug du professeur Cheikh Oumar Diagne. Il est également un entrepreneur convaincu. Vous avez quelque chose à rajouter sur cette brève présentation, chez Bokoum? Non, c'est bon, elle est parfaite. Alors, la mondialisation heureuse, jadis vantée dans les années 1990, a laissé place à une mondialisation haineuse où bien souvent la force devient un moyen d'imposer son droit. Qu'en dites-vous? Bon, déjà, il faudrait définir pour la mondialisation et voir pourquoi à un moment donné, on nous a chanté les louanges de la mondialisation. On est arrivé à un stade où le monde avait besoin, où l'Occident plutôt avait besoin de s'ouvrir afin de pouvoir gagner de nouvelles parts de marché, de pouvoir s'étendre et d'étendre sa culture, parce qu'il y a une colonisation économique qui se fait, mais il y a aussi une colonisation culturelle qui se fait. Et pour cela, il fallait trouver des mécanismes, voire des voies pour faciliter tout ça. Et un concept a été créé et mis sur pied, à savoir la mondialisation. Alors, vous avez parlé de l'Occident. Qu'est-ce que vous entendez par Occident? Est-ce que c'est un concept qui a une pertinence aujourd'hui en géopolitique? Et est-ce que c'est la vision qui structure la relation internationale? C'est l'Occident ouest contre le reste du monde? Bon, déjà, il faudrait définir ce qu'est l'Occident et comprendre ce qu'est l'Occident. Pour les religieux, ils considèrent l'Occident comme le point où le Zulkarnain a effectué son voyage allant du levant au couchant, c'est-à-dire là où le soleil se couche. Certains considèrent que l'Occident se trouve au niveau de l'Europe, d'autres disent que c'est plutôt l'Europe de l'Ouest. Bon, certains disent aussi que l'Occident, ce sont les pays signataires du traité de l'Atlantique Nord, qui est devenu ensuite OTAN, au niveau de l'international. Pour moi, je considère que l'Occident concerne plutôt les pays du traité de l'Atlantique Nord, c'est-à-dire les membres de l'OTAN, plus les États-Unis, et aujourd'hui, plus les autres membres qui n'étaient pas là au départ. C'est un groupe de personnes, d'États plutôt, c'est un groupe d'États qui a noué des relations politico-militaires dans le but de se protéger ou de commencer à se préparer à des menaces éventuelles. Et à cette époque, c'était à l'époque de la guerre froide, c'est-à-dire l'URSS. Alors, cette notion, depuis 1945, désigne une simple réalité géopolitique et géostratégique. C'est l'Alliance Atlantique, comme vous l'avez dit, c'est le cartel anglo-saxon auquel le reste de l'Europe est associé. C'est la démocratie, c'est le libre marché, c'est la défense des droits, etc. Alors, l'Occident, ennemi mondial numéro 1. Est-ce qu'il y a une résurgence de ce qu'on appelle les néo-empires, Russie, Chine, Inde, Turquie, et la manière dont ils forment un bloc contre l'Occident? Bon, déjà, je voudrais revenir sur l'OTAN. En fait, l'OTAN, de loin, c'est un rassemblement d'États qui s'est réuni afin de lutter contre des menaces, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais lorsqu'on regarde les relations en tant que telles, on se rend compte qu'il y a un groupuscule qui dirige tout le reste.
le groupuscule ou bien l'État super puissant au niveau de l'OTAN s'appelle les États-Unis. Ce sont les États-Unis qui dirigent, qui orientent toute la politique de l'OTAN. Ok. Maintenant, sur le plan international et sur le plan mondial, il y a toujours eu un choc entre l'OTAN et ce qu'ils considèrent comme leurs ennemis. Parce qu'ils avaient un ennemi naturel qu'ils avaient créé de 1945 jusqu'aux années 90. Quel est cet ennemi naturel? L'Union soviétique, l'URSS, qui ensuite s'est effondré. Et par la suite, ils ont commencé à voir un monde qui était devenu plutôt unipolaire, où l'OTAN et les États-Unis étaient les maîtres du jeu. Mais aujourd'hui, on voit que il y a l'émanation ou bien la naissance, ou bien on revoit sur le plan international des États qui ont eu à dominer l'histoire. Parce que quand on parle de la Russie a toujours eu une histoire à travers le temps. La Chine aussi, elle a toujours eu une histoire à travers le temps. Que ce soit l'Inde, que ce soit les autres pays, on voit que certains pays qui avaient eu des problèmes économiques et qui avaient disparu dans le jeu international commencent à ressurgir et demandent maintenant une place à la table. Tout à fait. Et malheureusement, on voit que l'accès à la table ne se fait pas sans la volonté ou bien le vouloir de l'entité première, c'est-à-dire les États-Unis, qui voient d'un mauvais œil ces nouvelles puissances qui émergent petit à petit. Est-ce que les Occidentaux n'ont pas perdu aujourd'hui le monopole de la situation et l'influence dans ce nouvel ordre mondial? Bon, moi je dis que les Occidentaux, depuis que le plan Marshall, ils sont plus maîtres d'eux-mêmes. Ils ont toujours été orientés et toujours été dirigés. Parfois, les Américains les laissaient et fermaient les yeux par rapport à leurs activités. Quand je parle d'activités, je parle par exemple de la colonisation, même si on sait que par exemple la colonisation, à un moment donné, les Américains avaient tapé leur poing sur la table en disant qu'il faut que la colonisation cesse et que il faut donner leur indépendance aux colonies. Ce qui a engendré beaucoup de mécanismes après et que les médias pro-État de ces États-là avaient masqué sous d'autres formes en disant que c'était une marche vers la liberté et tout ça. Mais les Américains ont toujours dirigé, orienté les Occidentaux. La preuve, lorsqu'on a eu un dégel avec l'Iran et que les Occidentaux sont partis s'installer là-bas en masse, lorsque Trump est revenu et a refermé les portes, automatiquement, il a sommé à ses partenaires de quitter le pays. C'est la même chose qui s'est passée en Russie. Lorsqu'on voit qu'avec le problème ukrainien, toutes les entreprises occidentales qui étaient là-bas, pour la plupart, ont fermé, sauf, bizarrement, ce qui évolue dans les ressources naturelles, à savoir le gaz et le pétrole. Ok. Alors, tout n'est pas simplement de la haine quand on parle de l'Occident. Si on voit des milliers d'individus qui bravent les océans pour partir en Occident, est-ce que là aussi on peut parler de passion? Bon, en fait, il n'y a même pas de haine entre nous et eux. Comme ils le disent, ils n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Donc, nous aussi, nous n'avons pas d'amis, nous n'avons que des intérêts. Mais malheureusement, les peuples qui vivent sur le continent africain ont longtemps été exploités, dépouillés, volés. À un moment donné, chaque personne aspire à mieux vivre. Mais on ne peut pas on peut pas évoluer dans une zone dans laquelle c'est à chaque fois la même chose. On a toujours des problèmes. On a toujours les mêmes problèmes. Ça fait 100 ans que les mêmes problèmes existent et tout ça et qu'il n'y a pas un mieux vivre. Et lorsqu'on entend et qu'on voit qu'il y a des personnes qui ont eu à aller en Occident, en Europe par exemple, et que ces personnes-là ont pu aider leurs parents, parce que chaque personne doit aider ses parents, construire la maison, s'occuper de ses proches, s'occuper des malades, aider beaucoup de gens, mais chacun voudrait faire cela et à ce moment-là, ils se disent que pourquoi devons-nous rester ici à souffrir alors qu'on peut aller mieux vivre à l'étranger. Alors, est-ce que cette attraction vers l'Occident est appréciée par les Occidentaux? Bon, comme j'ai dit, ils n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. À un moment donné, ça les arrangeait. Parce qu'ils pouvaient avoir une main-d'œuvre facile, non qualifiée, bon marché, qu'ils pouvaient utiliser pour faire des travaux que les Occidentaux ne voulaient pas ou bien qui coûtaient trop cher au niveau des Occidentaux. Mais
avec actuellement les problèmes économiques, les tensions dues à la guerre en Ukraine, parce qui a impacté beaucoup l'Europe à cause de la perte du gaz russe, parce que le gaz russe c'est l'un des gaz les moins chers au monde. Et ils se sont retrouvés à acheter du GNL, un gaz dont ils n'avaient non seulement pas ils n'avaient pas les aires de stockage, ils n'avaient pas le matériel, il fallait tout reconstruire. Donc, et l'énergie a un coût sur la production. Dès que ça monte, les coûts vont augmenter. Donc il y a ils ont eu d'autres problèmes. Donc actuellement, comme je discutais un jour avec un ami qui me disait que lorsque tu vois qu'un peuple commence à stigmatiser les étrangers, c'est qu'économiquement ça ne va plus. Et en Europe, actuellement, tout le monde pointe du doigt les étrangers en disant que c'est eux qui ont volé leur travail. Ce qui vous montre qu'il y a un sérieux problème économique qui se passe actuellement. Okay. Mais en Europe, il y a un problème également, il y a un fait réel, le vieillissement de la population européenne. Oui, effectivement, ils ont un problème de vieillissement de la population, ils ont une population âgée. Donc ils ont besoin de cette main-d'œuvre africaine. Oui, jusqu'à un certain moment, ils avaient besoin de la main-d'œuvre africaine, mais maintenant, avec la 5G, on voit qu'il y a ce qu'on appelle l'automatisation. Ils sont plus entrés dans un monde connecté avec des systèmes autonomes qui leur permettent de pallier à la main-d'œuvre. Il est beaucoup plus rentable à une entreprise d'investir dans des robots pour pouvoir faire une production de masse, parce qu'un robot, il ne tombe pas malade, il n'est pas fatigué, il ne descend pas pour aller dormir, il tombe en panne, on le répare et il n'a pas de revendication sociale. Et il ne demande pas un salaire à la fin du mois. Donc on voit de plus en plus qu'il y a une automatisation des entreprises, des usines et tout ça. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui devaient aller travailler au niveau de ces entreprises ou de ces usines, ou bien au niveau des champs, parce qu'il y a même l'automatisation des machines de récolte qui se retrouvent sans source de travail. Alors, est-ce que maintenant l'Afrique ne doit pas changer sa stratégie pour conserver sa population? Parce qu'en Europe maintenant, ce n'est plus l'Eldorado, ou bien on ne souhaite plus voir les jeunes Africains là-bas. Bon, moi je considère même pas l'Europe comme l'Eldorado. Parce que si on prend, l'Europe avait un avantage par rapport à nous, c'est la monnaie. Si par exemple quelqu'un va travailler là-bas et qu'il se retrouve avec 1 euro, il a 555 francs CFA ici. Mais le mode de vie, s'il veut épargner et envoyer de l'argent ici, il doit se serrer la ceinture et se sacrifier. L'Afrique a intérêt pour pouvoir au moins émerger au niveau du 21e siècle, à conserver sa population, à mettre en place des politiques rapidement pour pouvoir régler les problèmes du premier niveau. Quels sont ces genres de politiques que l'Afrique doit mettre en place? Déjà, on ne peut pas être dans un pays qui exporte tout ce qu'il mange. Je le disais un jour, si jamais le Sénégal avait un problème dans le monde et qu'on nous mettait sous embargo, on ne tiendrait pas un mois. On ne cultive, on ne mange, ce qu'on mange au Sénégal, tout est importé. On importe tous les produits. Il faudrait déjà mettre en place des mécanismes pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Et ça, le président de la République l'a compris. Qu'un peuple, une population et un État ne peuvent pas se développer sans avoir atteint une autosuffisance alimentaire. Il faut manger ce que l'on cultive. Et pour ça, il faut que les cultures soient bien. Et pour qu'on puisse cultiver, il faut déjà un accès aux terres, mais il faut tammer les personnes. Il faut que les personnes soient là pour pouvoir cultiver ces terres. Maintenant, il faudrait aussi qu'il y ait une assistance au niveau de l'automatisation ou bien des machines. Parce que aussi on ne peut pas être à une époque où on a des rendements je vais prendre un exemple de 10 kilos au mètre carré ou bien 5 kilos au mètre carré. Alors que les personnes elles sont à 1 tonne, voire 2 tonnes. C'est des rendements trop faibles par rapport à la réalité maintenant. C'est des rendements trop faibles par rapport à la réalité et à la population. Et ensuite, le mode de culture n'est pas adapté au développement. N'est pas adapté au développement. Je discutais un jour avec Cheikh Omar Diagne. Il me disait que ici, en fait, la plupart, ici, on doit revoir notre mode d'agriculture parce que l'agriculture ici, c'est Inch'Allah. Je disais, donc Inch'Allah. Je lui disais, pourquoi Inch'Allah? Il me dit parce que ils te disent, Inch'Allah, sous une tombe bi baaxee, dina baax. Donc on attend que la pluie vienne pour pouvoir cultiver. Alors qu'on a de l'eau. On perd des milliards de litres d'eau qu'on verse à la mer. Alors qu'on pourrait mettre des mécanismes comme par exemple
On a de l'eau, de l'espace, on a de l'eau, on a de l'espace et du soleil. Du soleil également. On perd toute l'eau au niveau de la sonde des pluies. Pourtant, on a pu créer des lacs artificiels. Ça aurait réglé le problème de l'agriculture parce que les gens ils auraient eu des pompes, ils allaient installer là-bas et pouvoir faire des cultures 12 mois sur 12. En deuxième lieu, lorsque la saison des pluies passe, les animaux qui arrivent vers la fin de la saison sèche, ils sont complètement en stress. Ils n'ont plus à manger, et ils sont en stress hydrique, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à trouver des points d'eau pour boire. Et juste un lac artificiel permet de régler ce problème. Parce qu'autour du lac, il y a toujours des fourrages qui se développent et il y a une petite vie qui se développe autour des fourrages et les animaux auraient pu boire tranquillement. Donc il y a beaucoup de mécanismes à mettre en place qui sont qu'on doit assembler pour pouvoir au moins commencer à dire que oui, nous allons devenir émerger pour maintenant pouvoir tendre à être une puissance. Alors, est-ce que maintenant, à travers tout ce qui se passe dans le monde actuel, alors, il n'y a pas de nécessité de revoir l'emprise géopolitique de l'Occident sur le système mondial? Parce que ce que l'on trouve en Chine et dans une Russie renaissante, est-ce que c'est tout ce qui se passe maintenant dans le monde actuel, il n'y a pas nécessité de revoir l'emprise géopolitique de l'Occident? Bon, l'emprise géopolitique de l'Occident décline. Décline déjà en Afrique. On voit que la France, parce que l'Occident c'est un rassemblement, mais il y a des États qui ont des intérêts spécifiques. Ce n'est pas tout le monde qui a des intérêts spécifiques forts au niveau de... Par exemple, en Afrique, la France a plus à perdre que les autres pays. Parce que si la France perd ce qui lui reste de ses colonies en Afrique de l'Ouest, économiquement, elle risque d'avoir de sérieux problèmes. Sur le plan international, il y a un choc. Il y a toujours des chocs parce que personne ne veut laisser sa place à l'autre pour pouvoir exercer sa puissance. C'est la raison pour laquelle, comme vous allez les appeler, les puissances naissantes, que moi je dis que sont les anciennes puissances qui reviennent juste... Renaissantes plutôt, les puissances renaissantes. Comme la Russie. Comme la Russie, la Chine. Parce que la Russie était là, mais après... Elle a eu des problèmes économiques. Tout à fait. Qu'elle a pu régler. Et bizarrement, elle les a encore plus réglés lorsqu'on l'a mis sous embargo en 2014. Ça, parce que, par exemple, un exemple, avant l'embargo, ils exportaient beaucoup de blé. Après l'embargo, ils ont commencé à cultiver du blé et à devenir ensuite par la suite des exportateurs de blé. Ce qui est paradoxal. Donc, ce qui veut dire, parfois, un État bien organisé gagne plus lorsqu'il se recouvre sur lui-même que lorsqu'il ouvre ses portes aux autres. Donc ces États-là, si vous regardez bien, actuellement sur le plan géopolitique, on voit ce qu'on appelle l'OTAN plus ses alliés et maintenant une nouvelle forme qu'on appelle les BRICS. Ils sont devenus les BRICS plus. C'est-à-dire qu'il y a eu au départ le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud. Ils se sont réunis et qui ont vu qu'ils avaient plus d'idées. S'ils ne se réunissaient pas aussi pour créer un bloc, ils auraient des problèmes à lutter contre l'hégémonie américaine. D'ailleurs, on reviendra sur cette entité-là qu'on appelle les BRICS. Alors, il y a une géopolitique qui n'est pas basée sur la haine seulement, mais qui est basée sur le calcul et la compétition. Vous en dites quoi? En fait, c'est là... Qui n'est pas basé sur la haine seulement, non, mais qui est basé sur le calcul et la compétition. C'est ce que je disais au départ. Ils n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Nous, on n'a pas de haine. Mais ce qu'on ne peut pas comprendre, c'est que nous ayons tout et nous sommes les plus pauvres. Les plus pauvres. Eux, ils n'ont rien et ce sont les plus riches. Si je prends par exemple... la manière dont ils ont divisé le travail à travers le monde, ils ont en premier lieu récupéré toutes les industries qu'ils ont gardées pour eux. Lorsqu'ils ont vu que ces industries-là, chez eux, commençaient à opposer, il y avait un problème de main-d'œuvre parce que la main-d'œuvre devenait chère, ils ont commencé à délocaliser ça, ils ont créé le principe de pays atelier. C'est-à-dire que dans la machine, il y a ce qu'on appelle les exportateurs de matières premières, c'est-à-dire nous les Africains, c'est nous qui cultivons, c'est nous qui avons les ressources et tout ça, ils exportent ça, ils tirent ça, ils mettent ça dans les bateaux, ça part, et ils nous payent au prix de la matière première. Ils envoient certains produits au niveau des pays ateliers qui confectionnent, les autres les transforment. Et ensuite, ils récupèrent
ces produits-là. C'est ça, les entreprises au niveau des pays leur appartiennent, qu'ils renvoient au niveau du marché africain et qui vendent 2 fois, 3 fois, voire 4 fois ou 5 fois beaucoup plus cher que son prix d'achat. Donc ça pose un problème. Lorsqu'on voit cette situation-là et qu'on sait que nous avons les capacités, parce qu'ils nous ont longtemps essayé de nous faire croire que nous n'étions pas assez équipés ou doués, ou bien intelligents. Intelligents, je ne vais pas utiliser le mot, mais assez intelligents pour pouvoir faire ce qu'ils font, et qu'on se rend compte qu'au contraire, la plupart de leurs scientifiques ne sont pas issus de chez eux, mais ils sont issus du continent ou bien d'autres continents. On se dit qu'il y a eu à un moment donné une grosse farce. Ok. Alors, est-ce qu'il n'est pas temps de corriger l'emprise occidentale, ce qu'on disait tout à l'heure, sur les organisations internationales, soit corrigé pour intégrer les puissances que vous parliez tout à l'heure, les puissances émergentes comme l'Inde, l'Afrique du Sud, le Brésil. Ce sont des pays qui ont envie d'avoir de place au Conseil de sécurité ou à la Banque mondiale. Bon, déjà, si on parle de la Banque mondiale et du FMI, déjà le mode d'organisation pose problème. Parce qu'au niveau du FMI, ce sont les Européens qui décident le directeur général. Oui. Au niveau de la Banque mondiale, ce sont les Américains qui décident du directeur général. Donc c'est eux. Alors d'où ma question, est-ce qu'il n'est pas temps de corriger cette emprise occidentale-là sur ces organisations internationales-là? Pour corriger, il faudrait d'abord une volonté. Est-ce qu'ils veulent réellement que les choses changent? Ou bien ils veulent maintenir tout le monde dans ce semi-dictat. Parce que lorsqu'on voit le comportement des BRICS, les BRICS ne tendent pas à aller négocier avec eux, mais à créer plutôt autre chose, une autre alternative que ce qu'ils proposent. Quelle est l'autre alternative qu'ils proposent, les BRICS? Les BRICS ont un autre mode de coopération différent du FMI et de la Banque mondiale. Les BRICS, on veut parler des puissances émergentes, n'est-ce pas? Oui, ce sont les nouvelles puissances émergentes qui veulent dédollariser le marché, parce qu'ils disent que bon, il faudrait avoir un point de devise et que la suprématie du dollar à cette époque elle est révolue, et que eux aussi ils tendent, surtout la Chine qui tend à devenir, elle est déjà la première puissance, à maintenant se positionner comme la puissance qui dirigera le monde. Donc c'est un jeu de puissance. À un moment donné, les plus forts écrasent les plus faibles. Lorsque les plus faibles deviennent plus forts, ils écrasent les plus faibles. C'est toujours comme ça, toujours été comme ça. Le monde a toujours fonctionné comme ça, et eux aussi ils sont dans cette lancée. Ok. Alors, je vais vous lire un extrait du rapport de Sergueï Karagonov, qui est un proche de Poutine. Il a dit dans cet extrait-là: le principal conflit du monde moderne est la contradiction entre, d'une part, la volonté de l'Occident, avec à sa tête les États-Unis, de préserver son hégémonie, qui lui permet de redistribuer les richesses du monde à sa faveur et d'imposer sa culture et ses ordres politiques au monde. Et d'autre part, le désir des pays non occidentaux d'accéder à une souveraineté pleine et entière, non contraint par les dogmes, les ordres de l'Occident. Que vous inspire cet extrait-là? Bon, il a parfaitement raison. Il explique exactement la situation dans laquelle on est. Parce que la colonisation, elle n'est pas seulement économique, elle est aussi culturelle. Et en plus de cela, maintenant, il nous impose une nouvelle forme de colonisation, c'est-à-dire la colonisation de leurs mœurs. C'est-à-dire que nous devons nous conformer à eux, aux exigences de leurs mœurs pour pouvoir exister ou pouvoir avoir des fonds du FMI ou bien de la Banque mondiale. Or, une personne ou bien un peuple, à un moment donné, on ne peut pas tout le temps lui imposer quelque chose. On ne peut pas tout le temps essayer de l'écraser. Donc, à un moment donné, il y a des réflexes de survie qui se déclenchent. Et lorsque ça se déclenche et que la personne arrive à comprendre, ou bien que le peuple arrive à comprendre que ce qui nous arrive, c'est la faute à cela, là, il y a forcément des troubles qui vont se passer et des révoltes qui auront lieu. C'est ce qui est en train de se passer actuellement en Afrique, c'est ce qui se passe aussi en Asie, et c'est ce qui se passe dans une partie du monde qui en a marre du dictat des Occidentaux et des États-Unis par rapport aux politiques internes et aux politiques externes. Ils forcent même certains États à entrer en guerre avec un autre État parce qu'ils ont juste des problèmes. Alors que si des négociations étaient faites, la guerre aurait pu être évitée.
éviter. Je prendrai le cas de l'Ukraine. Tout à fait. Ce qui s'est passé en Ukraine, avec le fait que les Anglais ont mis de forte pression au niveau de Zelensky pour faire continuer la guerre. Alors qu'il fallait mieux négocier parce que tout le monde savait dire que la Russie, en tant que puissance, peut écraser quel que soit Alpha, quelle que soit l'assistance, quel que soit le matériel fourni de l'Ukraine. Et là, actuellement, on y est. Ils n'ont plus d'hommes, tout le matériel est automatiquement détruit. Et pire, ils ont permis à la Russie de pouvoir comprendre les mécanismes de la guerre moderne. Parce que la guerre, elle évolue. Et là, nous ne sommes plus dans une guerre où avant c'était l'infanterie, c'était les bataillons en nombre qui venaient et tout ça. Non, la guerre ne se passe plus comme ça. C'est dépassé maintenant. C'est dépassé. Les premières attaques, elles sont d'abord numériques. On vous pirate, on contrôle tout votre système, on bloque tout votre système avant de vous bombarder. Les bombardements, ce sont des drones qui le font. Et ce sont des drones ils ont même des drones kamikazes. Mais est-ce que donc la Russie n'est pas en avance technologiquement sur les autres pays européens? Bon, sur les autres pays européens, la plupart ne font pas l'effort. Parce que au niveau de l'OTAN, c'était les Américains qui s'assuraient de la sécurité. Donc la plupart d'entre eux n'ont pas mis de politique concernant les trucs, leur défense. C'est comme par exemple la France qui dit dans un rapport qu'ils n'ont pas un mois de munitions et qu'ils ne tiendraient pas une semaine à une guerre, que lorsque la guerre était à détruire. Était déclarée. C'est-à-dire que par exemple la guerre elle peut être déclarée mais ils ne sont pas encore en phase maximale. Mais lorsque on arrive en phase maximale, à haute intensité, c'est ce qui s'appelle une guerre à haute intensité, là ils ne tiendraient pas une semaine parce que les munitions ne leur permettent pas cela. C'est à cause de cela aussi qu'on voit pourquoi Macron a relancé l'usine de poudre. L'usine de poudre. De l'usine de poudre. Parce que pour faire des munitions, il faut de la poudre. Et il faudrait même plus de poudre. Ils avaient tout délocalisé. Leur sécurité, ils avaient laissé ça aux Américains. Leur économie, ils avaient délocalisé ça en Chine avec des trucs, en Chine et en Asie avec les pays ateliers. Eux, ils ont été assez intelligents pour pouvoir apprendre des process occidentaux. Et une fois qu'ils les ont maîtrisés, ils les ont tranquillement. Mais est-ce que l'Ukraine n'a pas été sacrifiée ou bien n'a pas été lâchée par les Occidentaux? Parce que ce qui se passe en Ukraine et que les Occidentaux ne réagissent pas contre la Russie, est-ce que réellement elle n'a pas été lâchée en pleine guerre? Bon, les Occidentaux ne sont pas libres malheureusement. Ils ont été victimes de la politique des Américains. Parce que ce que je dis à chaque fois, c'est que il suffit de voir les 20 premiers jours ou les 30, le premier mois, lorsqu'il y a eu le problème avec la Russie. C'est ce qu'ils ont fait. Les Américains ont dit que oui, il faut qu'on fasse un embargo sur le gaz. Or, le gaz est une ressource critique pour l'Allemagne et aussi une ressource stratégique pour la France. Parce que la France utilise le gaz pour se réchauffer et la plupart des pays européens utilisent le gaz russe pour se réchauffer. Il y avait déjà les canaux, il y avait déjà toutes les infrastructures qui étaient mises en place. Donc si les Américains se lèvent et demandent à ce que la Russie consomme le gaz russe sous embargo, c'est qu'il y a quelque chose derrière. En contrepartie, ils ont proposé de leur vendre leur GNL. Le GNL coûte 10, 20, voire 50 fois beaucoup plus cher que le gaz russe. Et le GNL ne vient pas par canot. Par tuyau plutôt. Et le GNL vient par bateau. Lorsqu'il vient par bateau, il y a des mécanismes de liquéfaction et de déliquéfaction qu'ils n'avaient pas, qu'ils devaient construire. Une fois qu'ils ont construit cela, maintenant c'est là qu'on a pu commencer à le vendre. Les Américains ont pu leur vendre leur gaz. Mais de l'autre côté, ils ne peuvent pas faire le poids contre la Russie, eux ils le savent. Parce que la puissance et la défense, ce sont les Américains qui s'en chargent. C'est à cause de ça que maintenant vous entendez parler d'un truc, d'augmenter les dépenses militaires au niveau de l'Union européenne afin de pouvoir se protéger contre des attaques futures. Ils ont compris que les Américains les ont bernés et qu'ils ne peuvent rien parce qu'ils sont dépendants d'eux. Et que c'est pour cette raison qu'ils ne peuvent pas aider l'Ukraine. Ils ne peuvent pas aider l'Ukraine et ils n'osent pas aller en Ukraine. Parce que Poutine a été très clair. Si vous venez,
et qu'on voit, vous envoyez vos soldats officiellement, parce qu'officieusement, il y a des unités qui sont là-bas, il y a des forces spéciales, il y a du personnel de formation qui est là-bas. Mais si vous envoyez vos soldats officiellement, c'est la guerre. C'est la guerre. C'est la grande guerre. Parce que ce ne sera pas la guerre mondiale, parce que la guerre mondiale, il faut que tout le monde se batte. Mais puisque eux, ils pensent qu'ils sont au centre du monde, ils ont déclaré la première guerre comme une guerre mondiale, la deuxième guerre comme une guerre mondiale, que c'était un problème purement européen. Donc, eux, ils savent que les Russes ne badinent pas, et ils ont vu à travers l'opération spéciale, qui est devenue maintenant une guerre, la capacité de la Russie et de ses alliés. Tout à fait. Alors, ça c'est important. Ce qui nous reste, le temps qui nous reste est très réduit. Sortons un peu de la Russie et de l'Ukraine. Revenons ici en Afrique. Nous sommes 54 pays indépendants sur le continent, avec 54 sièges aux Nations Unies, avec 54 drapeaux et une souveraineté dont nous sommes si fiers, si jalouses. Mais dans la réalité, sommes-nous vraiment libres? Bon, dans la réalité, on n'est pas libre, on est tout sauf libre. On est dépendant. Pourquoi? On est dépendant parce que sur le plan économique, on vit sous perfusion. Tout ce qui permettrait à un État de ne pas pouvoir dépendre d'une puissance, on ne l'a pas mis en place. Que ce soit l'alimentation, que ce soit l'exploitation des ressources, tout est exploité par des entreprises étrangères. Si on prend le cas du Sénégal, la plupart des mines ici, on ne voit pas d'entreprise sénégalaise qui exploite les mines. L'or n'est pas exploité par les Sénégalais, il est exploité par les Australiens. Le zircon n'est pas exploité par les Sénégalais, il est exploité par les Australiens, si je ne me trompe pas. Le phosphate est exploité par les Français et les Nigériens. Le zircon? Le zircon, c'est la même chose. Toutes nos ressources, il n'y a aucune ressource que les phosphates, les Indiens et les phosphates, c'est pire. On avait une entreprise qui fonctionnait, qui n'avait aucun problème, jusqu'à ce qu'Abdoulaye Wade vienne. Et du jour au lendemain, l'entreprise a été déclarée en faillite. Quelle est cette entreprise-là? C'est l'ICS. Ok. C'est l'ICS. Et du jour au lendemain, l'entreprise est bizarrement tombée en faillite. Et qu'on a bradé rapidement, très rapidement même, aux Indiens. Ce sont des Indiens qui produisent qui exploitent le phosphate ici, qui le transforment en engrais et qui l'envoient chez eux. Nous, et qui nous le revendent encore. Ils nous revendent une partie. Nous, on est parfois obligés d'importer de l'engrais au Sénégal pour pouvoir cultiver. C'est paradoxal. C'est comme si on a de l'eau, un puits à la maison, mais qu'on est obligé, qu'on va demander à la France de nous envoyer de l'eau pour qu'on puisse se doucher, alors qu'on a déjà de l'eau là. Tout à fait. C'est vraiment paradoxal. Donc, tous ces mécanismes-là font que notre économie, même, on ne la maîtrise pas. Lorsqu'on entend un taux de croissance, souvent je me disputais avec des amis qui me disaient oui, on a un taux de croissance de 8%, 9%, 10%. Je disais, mais on ne le ressent jamais. C'est tout à fait normal, oui. parce que c'est ce que j'appelle une croissance artificielle. C'est-à-dire que la croissance, elle est générée par des entreprises étrangères. Ces entreprises étrangères sont des filiales. Ces filiales-là, à la fin de l'année, sont tenues de rapatrier les capitaux. Une fois qu'ils rapatrient les capitaux, mais ils ne laissent ici que les chiffres. Tout à fait. La recherche créée à travers un taux de croissance de 8% est renvoyée directement dans leur pays. Nous, on nous laisse des chiffres et avec ces chiffres-là, on ne mange pas les chiffres. Tout à fait. Alors, est-ce que les nations du Nord avec lesquelles nous siégeons dans cette prestigieuse assemblée, avec lesquelles nous contractons nos voix comme des nations à part entière, est-ce qu'ils nous voient comme des égaux, des partenaires? Non, ils ne nous voient pas comme des égaux. On a vu les discours paternalistes de la France, on a vu les discours insultants de Sarkozy, on a vu les discours minimalistes de Hollande. Ils ne nous ont jamais pris pour les égaux. Au contraire, ils ont toujours tenu à mettre en place jusqu'en 2024 des présidents pantins qui servaient leurs intérêts et qui étaient là pour eux.
ce qui montre l'une des preuves les plus flagrantes dans cela, c'est juste que lorsque un nouveau président était élu, son premier voyage, il le faisait en France. Tout à fait. Alors, est-ce que l'Afrique n'est pas vue par les Occidentaux comme un marché ou bien une zone d'influence? Pour eux, c'est un marché, une zone d'influence, c'est un tout. Parce que déjà, dans un article sur lequel j'avais travaillé, qui s'appelle La nouvelle division internationale du travail, les Européens avaient divisé le monde en zones. C'est-à-dire qu'on a les pays qui produisent les matières premières, c'est-à-dire l'Afrique. On a les pays qui transforment ces matières premières, c'est-à-dire les pays ateliers. Et ensuite, les matières premières sont renvoyées dans ces pays comme un marché économique et on crée le besoin pour pouvoir leur vendre cela. Donc, de ce fait, ces pays-là ne cultivaient pas et ne produisaient pas parce qu'ils utilisaient plutôt dans la production de matières premières, mais ils n'étaient pas dans la transformation. Mais avec l'évolution du monde, actuellement, ils se sont rendus compte que le fait de délocaliser tout ça à travers le monde, ils pouvaient tout mettre au niveau du pays producteur de matières premières. C'est-à-dire qu'ils produisent, ils ont des entreprises qui produisent là-bas. Ces entreprises-là vont avoir ils ont d'autres entreprises qui vont transformer ces produits-là. Et ces produits-là vont commencer, certains de ces produits-là vont respecter les normes européennes et vont être envoyés en Europe chez eux. Et les produits qui ne sont pas de second choix ou bien les produits qui sont destinés au marché africain, ils les mettent dans le marché africain. Ça, on peut voir ça sur deux formes. Je vais prendre l'exemple de la production de melons au Sénégal. Il y a la variété charentais, sont des melons très sucrés qui est cultivé au Sénégal. Lorsqu'il s'est cultivé, il y a des gabarits et des calibres qui correspondent aux normes européennes. Lorsque ces produits, les melons correspondent à ces gabarits et ces calibres, ils sont paquetés et envoyés par fret aérien ou fret maritime. En Europe. En Europe. Le deuxième fait qui montre qu'actuellement ils veulent venir s'implanter ici, c'est la Zéclave. La Zéclave. Oui, c'est la Zéclave. Parce que lorsqu'on crée un marché africain, alors que nous, on n'est pas prêts, on ne produit pas, on ne fait rien, on n'est pas encore prêt pour pouvoir avoir un marché africain commun, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe derrière. Tout à fait. Donc, leur intérêt, c'est de venir maintenant s'installer dans des pays où ils pourront produire en masse et avec les accords de libre-échange, faire passer leurs produits tranquillement. Tout à fait. Alors, en réalité, nous, Africains, nous sommes les seuls à croire à notre indépendance. Dans la pratique, l'Europe défend ses intérêts en Afrique, y compris le moyen de l'engagement de son armée. Oui, l'armée, elle est là pour protéger leurs intérêts. C'est simplement ça. L'armée, elle n'est pas là pour protéger la population, elle est là pour protéger leurs intérêts. Et parfois, lorsque leurs intérêts sont vraiment menacés, ils peuvent entrer en action en faisant croire derrière, parce qu'il y a des outils et des mécanismes qu'ils mettent en place avant d'entrer en action à travers leurs médias pour faire comprendre, ou faire croire à la population qu'on est là pour vous aider. C'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire lorsque l'armée française est intervenue dans le problème entre Ouattara et Gbagbo. Tout à fait. Au final, la montagne a accouché d'une souris. Tout à fait. Après, il y a eu combien de morts? Tous ces morts-là, Ouattara a été installé. Gbagbo a été pris, on l'a envoyé au tribunal pénal. Il a été CPI. À la CPI, à la Cour pénale. Il a été jugé et innocenté. On l'a relaxé. Il est revenu au pays. Ouattara l'a reçu au palais. Mais c'est paradoxal. Donc c'est un jeu d'intérêt. Et lorsque les intérêts sont menacés, il y a l'armée qui est là pour dire attention. Mais cette armée-là aussi, il ne faut pas oublier que elle est positionnée en Afrique parce que l'Afrique a un point, stratégique qui leur permet de pouvoir évoluer. Par exemple, à Dakar, ils peuvent faire presque toutes les opérations qu'ils veulent à travers le monde à partir de Dakar. Donc, c'est bien qu'ils aient une base aérienne. De l'autre côté de la côte de l'Afrique, ils sont aussi là-bas pour contrôler le golfe, le détroit d'Ormuz et le golfe d'Aden, pour le trafic du pétrole et tout ça par rapport aux incidences qu'il y a dans la zone. Donc, les bases militaires sont là pour dissuader certaines personnes, si ça ne passe pas dans le cadre d'une élection, de prendre le pouvoir, et aussi pour pouvoir faire leurs opérations. Bon, ils en profitent aussi pour faire des manœuvres. Moi, je dis qu'ils font plus de l'espionnage qu'autre chose. Ok. Est-ce qu'il n'y a pas là un signe de recolonisation de l'Afrique
par l'Europe en déployant un effectif important de son armée. Bon, la colonisation... La recolonisation. Oui, j'y arrive. Bon, la colonisation et l'indépendance. Moi, je ne considère pas jusqu'à un certain temps qu'il y avait une indépendance. L'indépendance, c'était une indépendance de fait. C'est-à-dire qu'on vous donne l'indépendance, vous êtes soi-disant autonome, mais derrière, on fait signer des accords secrets. Voilà. Dans les accords secrets, on donne la primauté de l'exploitation des ressources naturelles à la métropole, les armées sont sur place et beaucoup d'autres choses. Donc maintenant, avec tous ces mécanismes-là qui sont conservés, est-ce qu'on peut parler réellement d'indépendance des peuples? Il n'y a pas eu d'indépendance des peuples parce qu'à chaque fois qu'il y a eu des problèmes, on a vu la métropole venir s'interposer. La métropole, à chaque fois qu'elle a vu que cette zone était en train de m'échapper, elle a mis un despote. Il y a combien de cas de dictateurs qui ont été installés en Afrique? En Afrique. Des gens qui ont passé leur temps à tuer les populations, à les écraser et à les exterminer juste pour pouvoir satisfaire les besoins de la métropole. Une fois que la métropole n'a plus eu besoin d'eux, ils les ont pris, ils les ont jetés comme des mouchoirs. Tout à fait. Ça a toujours été comme ça. Donc, même si on doit parler de recolonisation, il faudrait déjà que l'on soit décolonisé en tant que tel. Le discours, parfois on a vu le général français faire un discours comme quoi il dit que d'ici quelques années ils vont revenir en Afrique parce que le tissu démocratique est en train de s'effriter. Ça c'est juste de la poudre de perlimpinpin. Parce que au fond ils ont toujours été là. Ils veulent faire croire aux gens qui n'étaient pas là, qu'ils n'étaient pas là, mais qu'ils peuvent revenir à tout moment. Mais ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Alors le mépris, le condescendance que la jeunesse africaine prit au fait des réalités du monde moins complexées que leurs aînés n'acceptent plus. N'est-ce pas une réalité maintenant? Oui, c'est devenu une réalité, mais même nos aînés, il y en a qui se sont battus, mais malheureusement, ils n'ont pas eu la chance de tomber sur les outils que nous avons. Les gens, nos aînés qui se sont battus ont été pratiquement exterminés. Ils ont été pratiquement exterminés parce que... Le cas de Kadhafi, on peut prendre l'exemple de Kadhafi surtout. Oui, Kadhafi, c'est un problème avec la France. Il y a eu un problème avec la France à cause d'un problème financier qui ne voulait pas qu'on en parle trop parce que Kadhafi commençait à devenir insistant surtout avec son fils. Il commençait à trop parler, donc ils ont dû l'éliminer. Il y a aussi le fait que la Libye est très riche en ressources naturelles et que bon. Mais il avait réussi à développer la Libye. Oui, il y a eu le modèle de Kadhafi. Donc si on arrive à beaucoup de ce modèle, on ne peut pas tout commencer à travers la vente qu'il a mis sur place, mais ça aurait été fini des colonies. Tout à fait. Ça aurait été fini de l'exploitation des Africains. Donc eux, ils savaient ça, et il y avait aussi le problème de l'argent, parce que tout autour de l'argent, c'est un problème d'argent. Ils ont une manne financière qu'ils ne peuvent pas faire en Afrique, et que toutes les personnes, jusqu'à un certain moment, jusqu'à maintenant, mais maintenant, ils n'ont plus la capacité de faire comme ils pouvaient le faire auparavant. Parce que les populations se sont réveillées et s'opposent maintenant au régime despotique dans beaucoup de pays en Afrique, même si dans certains pays en Afrique, on peut se poser des questions. Okay. On parle maintenant de rupture systémique. C'est quoi la rupture systémique? C'est un changement de système. On change de système. C'est-à-dire que le système qui était là, c'était un système qui ne permettait pas à l'Africain ou bien au Sénégalais de pouvoir se développer. C'était un système qui mettait en avant les entreprises européennes. Il suffit juste de voir les nombres de marchés qui ont été distribués entre 2012 et 2024. La plupart des gros marchés, ou la majorité, ou presque la totalité des gros marchés, étaient donnés aux Occidentaux ou bien aux étrangers. Lorsqu'on parle de changement de système, on parle de ça. Le changement de système peut être résumé à travers le slogan du président de la République devant les campagnes du Gondi. C'est une réalité maintenant. Ce n'est pas encore une réalité en tant que telle, mais en train d'être mise sur pied. Parce que déjà pour pouvoir être dans le Djibouti, il y a beaucoup de choses que l'on doit changer. Et là, ils sont toujours dans la phase de travail, dans la phase de conception par rapport aux personnes qui doivent occuper les postes et tout ça. Vous voyez qu'à chaque semaine, il y a de nouveaux changements qui sont effectués. En dehors de cela, il y a des mécanismes qui doivent être mis en place. Il y a aussi de l'argent qu'on doit aller chercher. Parce qu'actuellement, nous n'avons pas assez de ressources
financière, vu que le gaz et le pétrole ne sont pas encore exploités. Mais une fois que le gaz et le pétrole seront exploités, nous pourrons avoir assez de ressources financières pour pouvoir encore plus faire les politiques, mener les politiques de développement qu'il faut. Et le président de la République a axé sa première tâche à relever le niveau de l'agriculture. On ne peut rien faire si le secteur primaire n'est pas développé. Tout à fait. Parce que le secteur primaire permet au secteur secondaire d'exister. Le secteur secondaire, ce sont les transformations. Et le secteur secondaire permettra au secteur tertiaire de pouvoir se développer. Et malheureusement, tant que l'on n'a pas réglé nos problèmes d'agriculture, tant qu'on n'aura pas cultivé suffisamment de ressources, jusqu'à être un pays exportateur, on n'aura pas réglé nos problèmes. L'autosuffisance en riz est un exemple patent. L'ancien régime avait mis en place des mécanismes pour atteindre l'autosuffisance en riz. Ils n'ont même pas fait 50%. Mais pourquoi ils ne l'ont pas atteint? Bon, déjà les mécanismes qu'ils ont mis en place ne sont pas bons. En plus, il y a le problème des intermédiaires, parce qu'il y a trop d'intermédiaires au niveau de la chaîne. Et il y a le fait que les équipements n'arrivaient pas aux populations. Les équipements arrivaient à un groupuscule d'individus qui appartenaient à leur classe, c'est-à-dire à leur gang qui dirigeait ce pays. Donc, par exemple, on pouvait voir, Abdoulaye Wade avait acheté des machines que les populations n'ont jamais reçues. On sait jusqu'à présent pas où sont passées ces machines. Donc il y a aussi des machines qui ont été achetées sous Macky Sall, et qui étaient destinées à d'autres personnes, mais que les paysans n'ont jamais vu. Parce qu'il suffit de faire un tour en dehors de Dakar et de voir les cultivateurs. En tout cas, ces machines-là ont été remises à un homme d'affaires et finalement les paysans n'ont pas... Les paysans sont toujours au niveau de la traite. Oui, c'est-à-dire que lorsque vous allez les voir, ils ont soit un cheval ou bien un âne. Voilà, mais où sont passées ces machines? Cet homme d'affaires doit être convoqué et il doit rendre des comptes. Parce que c'est l'argent du contribuable qui a été utilisé afin de mettre en place des politiques de développement. Parce que ces politiques de développement n'ont pas été mises en place et que l'argent a été décaissé, mais il faut qu'on demande aux personnes qui ont encaissé cet argent et qui ont encaissé le matériel, mais où est passé le matériel? Malheureusement, lorsqu'on creuse un peu, on sait déjà à peu près où est parti le matériel et à qui il était destiné. Tout à fait. Alors, vous avez parlé tout à l'heure que le pays n'a pas assez d'argent. L'argent a été pillé par le régime passé ou bien c'est dit à quoi le manque d'argent là? Bon, le manque d'argent déjà, comme vous l'avez dit, il y a un problème de détournement de masse. Les rapports sont là, il y a des rapports qui ne sont pas encore sortis, mais déjà les rapports, on voit des 600 millions, des 2 milliards, des 40 milliards. Mais ça, c'est l'argent du contribuable qui a mystérieusement disparu et qui se retrouve dans les comptes bancaires de certains individus de ce pays. Donc il faut déjà qu'on récupère cet argent. Mais deuxièmement, le tissu économique de ce pays a été complètement dilué et même les entreprises nationales sénégalaises qui appartiennent à des Sénégalais qui ayant vécu au Sénégal ont été systématiquement primés pour les mener vers la faillite. De ce fait, il n'y a pas assez de production de richesse. Ce qui produit de la richesse, ce sont des entreprises étrangères qui malheureusement prennent ces ressources, les ressources financières, pour les envoyer chez eux. Donc, à un moment donné, lorsqu'il n'y a pas de ressources financières, qu'il y a des détournements en masse, mais il n'y a plus d'argent, on est obligé de vivre à travers des aides. Alors, pour la revue des finances publiques de 2019 à 2024, en Conseil des ministres, le Premier ministre Ousmane Sonko évoque les diligences relatives au réexamen de certaines conventions, notamment dans les secteurs miniers, pétroliers et halieutiques. Alors, quelle appréciation faites-vous sur ces décisions prises ou actes posés? Il faut tout revoir. Il faut tout revoir. On ne peut pas avoir des ressources qui nous appartiennent, parce que les ressources se trouvent sur le territoire sénégalais, sur le sol sénégalais, dont ils appartiennent à tous les Sénégalais, et qu'après, ces ressources, on vient de nous dire qu'on va exploiter ces ressources et vous donner 10%. Ça, c'est tout sauf sérieux. Au niveau des ressources halieutiques, le Sénégal fait partie des zones les plus poissonneuses au monde à cause de la température de son eau. Parce que la température, il y a des zones de reproduction qui se trouvent au niveau du golfe de Guinée, mais c'est la zone entre le Sénégal et la Mauritanie, ce sont des zones où les poissons vivent. Même les grandes migrations, la plupart des poissons descendent au niveau du Sénégal pour pouvoir, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, entre la Mauritanie, le Sénégal et la Guinée, pour pouvoir se reposer et se reproduire. Mais à un moment donné,
même notre Yaboy national, on ne le voyait plus. On ne le voyait plus. On le voyait plus. Et avant, moi je me rappelle encore, il y a quelques années, le Yaboy, parce qu'on ne voulait en le manger. Tout à fait. Après, dans le Tchaboudian, c'était on lui met les dents que c'était juste pour ça faire Tchabé. Tout à fait. Voilà. Donc à la fin, c'était toujours quelqu'un qui prenait le Yaboy, qui prenait son temps pour enlever les arêtes et mettre en production pour pouvoir le manger. Mais le Yaboy a mystérieusement disparu. À Soumédoul, il fut un temps où lorsqu'on partait là-bas, on vous donnait du poisson. Vous achetez du poisson, on vous donne du poisson parce qu'il y en avait plein. Donc, ce poisson ne peut pas mystérieusement avoir disparu. C'est parce qu'on a signé des contrats qui étaient complètement en notre défaveur et on n'a aucun moyen, ou on n'avait aucun moyen de pouvoir aller en mer ou bien d'aller sur les sites d'exploitation pour vérifier la quantité réelle. Mais pour avoir ces moyens-là, il faut de la volonté. Et il n'y avait pas cette volonté-là. Tout à fait. Alors, toujours, Monsieur le Premier ministre, il est allé plus loin. La revue des finances publiques sur la période allant du 1er janvier 2019 au 31 mars 2024. Est-ce qu'on peut considérer comme un audit de la gestion du président Macky Sall? Car la période visée correspond exactement au deuxième mandat de l'ex-président qui a passé le témoin à son successeur Bassirou Diomaye Faye. Normalement, dans un pays normal, lorsqu'il y a un président sortant, on doit faire l'état général. Normalement, le président doit se mettre à la disposition de la justice, doit se mettre à la disposition des autorités, des nouvelles autorités, afin qu'on fasse un état, on voit ce qui s'est passé, et que si on a des questions qu'on puisse l'interroger. On ne peut pas être au Sénégal et après avoir vécu tout ce qu'on a vécu. On a vu qu'il y a eu des choses qui sont passées qui sont tout sauf normales. On a vu le scandale du Covid. On a vu où sont passés les 1000 milliards. Personne ne peut vous dire où est passé l'argent. L'affaire Prodac. L'affaire du Prodac. L'affaire des trucs sur 400 000. Le gaz du Sénégal. Le gaz qui était attribué à la Sénélec, qu'on a donné à une autre entreprise, etc., etc. Mais à chaque fois, je demande, je vais en profiter pour vous le demander, est-ce que vous avez déjà vu l'or du Sénégal? On l'entend simplement. On l'entend simplement. Moi, j'ai jamais vu une personne ou bien une femme me dire le bijou que j'ai porté, c'est l'or du Sénégal. Moi, j'ai jamais vu personne qui me dit que moi j'ai déjà vu. Et on exploite l'or depuis les temps de Maître Abdoulaye Wade. Bien avant, le Sénégal exploitait l'or, même durant l'Empire du Mali. Ce qui veut dire que les mines, elles ont toujours existé, elles ont toujours été là. On exploitait l'or au Sénégal, mais on n'a jamais vu l'or. On a combien de mines d'or au Sénégal? Il y a même une mine, ce qui est paradoxal, il y a une mine, lorsque j'étais à Tamba dans le cadre de mon travail, j'ai fait là-bas 1 an, durant cette période-là, ils amenaient le matériel pour pouvoir exploiter la nouvelle mine. Ils amenaient le matériel par bateau, après ils le mettent par voiture, par camion pour venir le déposer. 3 ou 4 ans plus tard, j'entends à la télé en grande fanfare que le président vient d'inaugurer la nouvelle mine. Mais pendant ces années d'exploitation-là, où est passé l'or? Comment est-ce qu'on est exploité? Parce que l'installation est le début de l'exploitation pour pouvoir enlever le couvert végétal et le mettre de côté pour pouvoir commencer à accéder au jugement. Ça ne peut pas prendre 3 ans quand même. Tout à sérieux. Tout à fait. Donc il est important qu'on fasse une audit et qu'aussi on demande des comptes aux personnes qui sont épinglées. Tout à fait. Donc le nouveau gouvernement doit y remédier normalement. Dans les plus brefs délais. Mais de toute façon, il y a des rapports qui n'ont pas été déclassés, mais qui seront déclassés. Il y a des rapports qui ont été déclassés. On peut déjà voir le carnage financier qui a été le Sénégal. Il y a eu un carnage financier qui a eu lieu au Sénégal entre 2019 jusqu'en 2024. Ok. Alors, revenons un peu, parce que c'était une parenthèse à la géopolitique. On va aborder le dernier point, parce qu'il nous reste peu de temps. Le conflit historique entre l'Israël et la Palestine. Alors, le commencement, à la fin du 19e siècle, il n'y avait pas d'Israël. Par contre, il y avait bien la Palestine. Alors, une province qui était une province de l'Empire ottoman, où habitait une population arabe composée de 80% de musulmans environ, 10% de chrétiens, 10% de juifs au même moment. Alors, en Europe, l'antisémitisme
l'antisémitisme est très présent. Les Juifs sont persécutés et certains vont donc fuir vers la Palestine. Alors pourquoi en Palestine et pourquoi pas autre part? Bon, déjà, ça a commencé. Bon, le problème dans cette zone-là a commencé au 6e, au 8e siècle avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ. Parce qu'il y avait déjà des Israéliens qui étaient installés là-bas, mais à travers les guerres qu'il y a eu, les batailles perdues, les migrations forcées, l'esclavage et tout ça, il y a toujours eu des migrations qui ont eu lieu dans cette zone-là. Donc au fur et à mesure que les choses ont avancé, ils se sont retrouvés en Europe. La Russie a ensuite absorbé beaucoup d'États où vivaient ces Israéliens-là, qui étaient des Juifs européens, et qu'il y a eu des problèmes qui sont passés. Et une fois que ces problèmes ont commencé, ils ont commencé à être stigmatisés et marginalisés et pointés du doigt et même tués. Ils ont commencé à remigrer pour aller au niveau de la Palestine. Mais au départ, on leur avait proposé de s'installer soit, leur objectif c'était de s'installer soit en Argentine ou bien en Palestine. Mais vu que la terre promise se trouve en Palestine, ils ont dit qu'il était hors de question d'aller s'installer en Argentine. Même l'Angleterre, à un moment donné, voulait leur donner des terres en Afrique qui ont décliné. Leur objectif, c'était de s'installer. C'était vers le Kenya, je pense. C'était vers le Kenya, je ne me rappelle plus exactement du pays. Bien Ouganda. C'est en Ouganda. En Ouganda, voilà. Donc, ils avaient proposé là-bas des terres. Ils ont refusé, ils ont dit qu'il fallait s'installer au niveau de la terre promise. De la terre promise. Donc, c'est à partir de là qu'ils ont commencé petit à petit à venir s'installer. Et ensuite, il y a eu des conflits, il y a eu des guerres, il y a eu la Première Guerre mondiale, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, où là, ils ont vu qu'avec ce qui s'était passé avec l'Holocauste juif, ils ont commencé à venir s'installer en masse. Mais ça ne plaisait pas aux Arabes. Tout à fait. Et aux nations arabes qui étaient là-bas. Donc, il y a eu aussi des guerres. Il y a la guerre du Kippour, il y a eu d'autres guerres qui ont fait que Israël, petit à petit, a commencé à s'installer. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'ils se sont installés, ils avaient déjà prévenu qu'ils allaient y avoir que leurs voisins allaient leur mener la guerre. Donc, ils ont commencé à créer des unités. Parce qu'ils ont créé ces unités, ils ont envoyé certaines personnes, surtout au niveau, après la Deuxième Guerre mondiale, au niveau de l'Europe pour acheter les armes, utiliser au niveau de la Deuxième Guerre mondiale, et aussi aux États-Unis pour pouvoir récolter des fonds, parce qu'il y a une grande communauté américaine là-bas. Et c'est ce lobby juif qui, jusqu'à un certain temps, a permis à Israël de faire ce qu'il voulait. Parce qu'ils sont très puissants et bien installés dans le système américain. Ils ont pu avancer petit à petit. Et il y a eu la première intifada, qui était une révolte des Arabes, parce qu'ils étaient fatigués par rapport à la situation. Il y a eu la deuxième intifada, lorsque Sharon est parti au niveau de l'esplanade des mosquées. Et bon, plus qu'il ne reste pas beaucoup de temps, j'ai oublié de sauter. L'intifada, c'est la guerre des pierres. Voilà. C'est la guerre des pierres, parce que la première intifada, les Arabes n'avaient pas d'armes, donc ils ont utilisé des pierres, c'était la guerre des pierres. Donc c'est au fur et à mesure qu'ensuite, après, il y a eu beaucoup de conflits. En fait, cette zone, c'est une zone où il y a toujours eu des guerres. Les peuples ne sont jamais assis pour discuter. Tout à fait. C'est toujours le plus fort qui a écrasé le plus faible et qui a tué. Et il y a toujours eu des tueries de masse. Les Arabes ont tué en masse les Juifs ont tué en masse les Arabes. Ça a toujours été comme ça. Par exemple, on peut prendre le cas de lorsqu'ils ont créé la division 101 avec Ariel Sharon, qui a commis beaucoup de massacres là-bas. On se rappelle de Srebrenica et de Shatila. Donc, et ainsi, petit à petit, ils ont commencé à s'installer. Ils ont commencé à dominer leurs adversaires, leurs adversaires arabes, parce qu'ils avaient aussi l'aide des Américains, mais aussi l'aide des Anglais et des Français. Les Anglais et les Français sont venus plus tard dans le conflit israélo-palestinien, surtout que lorsqu'on a nationalisé le canal de Suez. Ils ont utilisé les Israéliens pour récupérer le désert du Sinaï, mais ensuite ils ont vu que les Français et les Anglais les avaient lâchés. Ils ont signé un accord de paix plus tard pour retoucher le Sinaï. Tout à fait. Donc, mais en contrepartie, les Français les ont fourni des armes
et ils ont aussi aidé dans le nucléaire civil. C'est grâce aux Français qu'Israël a pu avoir sa première centrale nucléaire civile. Mais qui dit centrale nucléaire dit plutôt du uranium enrichi. Et pour enrichir l'uranium jusqu'à un certain niveau, si je vous ai déjà les centrifugeuses, c'est devenu facile. Mais Israël, elle ne communique pas sur son arme atomique, même si tout le monde sait, ou tout le monde dit qu'elle a l'arme nucléaire. Qu'elle possède l'arme nucléaire. Tout à fait. Donc, c'est petit à petit, cette zone est devenue une zone où il y a eu l'émergence de notre État. Cet autre État-là, il y a eu une révolution où on a renversé le roi de Charles. C'était en Iran. L'Israël avait de très bonnes relations avec le Charles d'Iran, mais lorsqu'on l'a renversé avec l'État islamique et la révolution iranienne, automatiquement ils ont désigné Israël comme l'ennemi naturel. Donc l'Iran actuellement est une des puissances avec Israël dans cette zone-là. Mais comme on dit en Wolof, il y a le coup. Tout à fait. Il y a un jeu d'influence parce que les Arabes, la plupart des pays, des nations arabes ont un problème avec l'Iran. Et l'Iran a un problème avec la plupart des nations arabes. Donc de ce fait, il y a des États où les chiites sont plus nombreux que les sunnites. L'Iran les appuie. C'est comme par exemple ce qui se passe au Liban. Bachar al-Assad a été sauvé par les Iraniens, mais aussi les Russes. Et ce qui se passe avec les Houthis au Yémen. Tout à fait. Et si tu vois bien la carte, on voit qu'ils sont dans des zones stratégiques. Le Yémen, au niveau du Yémen, cette route-là mène vers le canal de Suez. L'Iran, là où elle se trouve, c'est là où sort 50% de la production du pétrole mondial. Au-dessus, il y a la Syrie. La Syrie, donc on voit qu'Israël a récupéré le plateau du Golan, même si on ne considère pas que ça fait partie du territoire israélien, mais une zone occupée par Israël. Mais le plateau du Golan, ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que toute l'eau d'Israël, les versants au niveau du plateau du Golan. Ça émane de là-bas. Ça émane de là-bas. Donc eux, ils avaient automatiquement, dès qu'ils ont eu un problème, dès qu'ils ont eu un motif d'attaquer la Syrie, ils ont attaqué pour récupérer le plateau du Golan et assurer et sécuriser leur eau. Leur eau. Donc c'est des zones stratégiques, très stratégiques. Israël marche occupe toujours des zones stratégiques, à part les territoires occupés qu'il avait et la colonisation qu'il faisait en Palestine. Mais en dehors de ça, à chaque fois qu'il a eu à faire la guerre avec un État voisin, il a occupé des zones stratégiques qui l'intéressaient. Alors, parlons un peu du Hamas. Le Hamas a perpétré un massacre en Israël. Maintenant, il fallait attendre à des ripostes venant d'Israël. Mais est-ce que Israël n'est pas coupable de ce qu'il fait et de ce qu'il subit? Bon, déjà, l'attaque du Hamas, on peut déjà se poser des questions. Parce qu'Israël n'est pas un petit pays. En matière de sécurité, en matière d'information, il domine toute la zone. Et la plupart des États qui sont là-bas, ou bien des royaumes qui sont là-bas, c'est Israël qui les aide dans la fourniture de matériel d'espionnage de masse, d'écoute de masse et tout ça. Mais comment ça se fait déjà que le Hamas ait pu traverser aussi facilement la frontière? Une frontière, alors que normalement, si tous les services de renseignement étaient opérationnels, ils devaient savoir que ces gens-là préparaient quelque chose. Même s'ils ne le prenaient pas au sérieux, mais dans un État, un État comme Israël qui est entouré de ses ennemis, ne prend pas à la légère certaines informations qu'il obtient. Donc lorsque le Hamas est entré, ils ont mis une semaine à régler ce problème, mais ensuite ils ont commencé une opération qui ressemble plus à un génocide et à une extermination qu'autre chose. Tout à fait. Ils tuent, il y a plus de 35 000 morts actuellement. Ouais. Pourquoi? Et la plupart ce sont des enfants. Ils tirent au hasard. Pour quelle raison? Le problème c'est le Hamas. Pourquoi dégrader totalement Gaza? Et en dehors de ça, on se rend compte qu'à côté, en Cisjordanie, ils mènent de plus en plus des exactions et des excursions contre la population. Moi, je pense, mon avis sur ce problème-là, c'est que le Premier ministre, Netanyahu, a quelque chose à la tête qu'il n'a pas dit. Et qui n'ose pas dire. Mais actuellement, il est rattrapé par le temps parce qu'il pensait qu'il n'y aurait pas eu une grande opposition avec le Hamas. Mais il est rattrapé par le temps et que de plus en plus de personnes, à travers les pressions qui sont faites et tout ça,
ils sont en train de les lâcher et qu'ils ont besoin d'accélérer les choses pour pouvoir faire leur opération. Après, à la fin de la guerre, les territoires de Gaza, que vont-ils devenir? On sait jusqu'à présent pas. Est-ce que c'était pas un prétexte pour recommencer la colonisation et l'annexion? Parce que eux, ils considèrent que la Palestine fait partie d'Israël. Tout à fait. C'est le droit international qui les a imposé l'existence de ces États, mais si ce n'était qu'à eux, la Palestine aurait dû se faire depuis bien. Alors, donc, Israël-Palestine, donc ça veut dire qu'on peut dire 2 poids, 2 mesures. Parce que les gens ont trop laissé Israël faire ce qu'il veut. Oui, parce qu'il y a les Américains qui étaient derrière, et vu que les Américains, ce sont soi-disant les gendarmes du monde, ils pensent qu'ils peuvent tout faire. C'est là encore qu'on voit qu'il influence les BRICS à travers l'Afrique du Sud qui a porté au départ seul le combat. Ouais. Parce que le Sénégal, normalement, c'était érigé comme le défenseur de la cause palestinienne. De la cause palestinienne. Malheureusement. Mais on a vu ces temps-ci un recul sur cette position-là. Bon, on a vu un recul entre 2012 et 2024. Parce que l'ancien président, il s'était aligné sur la politique française. Ou bien il n'avait pas de politique concernant la Palestine. Parce que lorsque Senghor avait déclaré que le Sénégal sera le représentant de la cause palestinienne, il y a une mission historique qui devait continuer. Alors c'était de défendre le peuple palestinien qui est un peuple fait et un peuple opprimé, quoi qu'il arrive. Quels que soient les enjeux, ils auraient pu au moins prendre position sur cela. Mais l'Afrique du Sud a joué ce rôle-là, et au fur et à mesure, il y a des pays qui ont commencé eux aussi à se lever et à taper au poing sur la table, parce que trop c'est trop. On ne peut pas passer son temps à bombarder les enfants et les femmes. Tout à fait. Alors, ma dernière question, est-ce qu'on peut considérer Israël comme le dernier État colonial de la planète? C'est le dernier État colonial, c'est un État colon. Ils sont dans la colonisation continue. Actuellement, il y a des terres qui sont colonisées au niveau de la Cisjordanie. Et à chaque fois qu'ils font la guerre avec un État, ils annexent des terres. Lorsqu'ils voient qu'ils ont un État au niveau des États, ils les annexent. Donc c'est un État colon, c'est un État qui... est-ce qu'officiellement, ils ont défini leurs frontières? C'est à revoir, parce qu'un État qui est dans une colonisation continue, on voit qu'Israël, durant ces 50 années, a eu à coloniser des pans entiers, et sous la pression internationale, a renoncé à tout. Je prends des exemples sur le plateau, sur le désert du Sinaï, parce qu'ils ont eu des pans avec l'Égypte, ils ont eu avec le truc, la nationalisation du canal de Suez, ils avaient récupéré tout le désert du Sinaï. Mais c'est sous la pression internationale qu'ils ont... Et le fait qu'ils se sont ensuite réconciliés avec les Égyptiens, qu'ils ont renoncé au désert du Sinaï. Donc ce qui veut dire qu'Israël est un État fort. Dans sa philosophie et dans sa doctrine, la colonisation, elle est continue. Et c'est le seul État à avoir des colonies jusqu'à présent, officiellement. Alors, je rappelle à nos chers auditeurs que nous recevons M. Saliou Bokoum, qui est le secrétaire administratif du Rassemblement pour la vérité Andikideg du professeur Cheikh Oumar Diagne. Monsieur Diagne, Monsieur Bokoum, notre émission tire à sa fin. Nous avons même dépassé l'heure. Votre dernier mot? Bon, déjà, je voudrais vous remercier de m'avoir invité. Ce fut une discussion très intéressante. Je voudrais aussi remercier les membres de mon parti, que je salue. Et aussi, c'est très important de mener ce genre d'émission. Pas des émissions basées seulement sur l'actualité. On est dans une phase où on doit comprendre les enjeux de ce monde, mais aussi comprendre les enjeux dans le monde dans lequel l'on va. Tout à fait. Parce qu'il y a un monde dans lequel l'on va, et malheureusement, pour le moment, nous n'avons pas été les acteurs. Et il faut qu'on puisse le comprendre pour pouvoir mettre en place les mécanismes pour pouvoir faire rapidement les rattraper. Parce que si on ne les rattrape pas, on risque de ne pas faire partie, d'être des figurants dans ce 21e siècle. Donc je vous remercie pour déjà votre disponibilité. Merci. Et le fait d'initier ce genre de débat sont très bénéfiques pour les populations. Tout à fait. Merci d'être venu aborder ce sujet-là aussi délicat avec nous. On aura le plaisir d'accueillir des gens comme vous pour discuter géopolitique, géostratégie, des sujets très intéressants. Notre directeur, M. Abdoulaye Diop, que nous remercions au passage, est très ouvert à tous les sujets d'actualité. Nous remercions votre leader,
Cheikh Oumar Diagne. Je remercie également le très dynamique rédacteur en chef Moussa Nia et tout le personnel de Océan FM. La partie technique a été assurée par le grand technicien Ibrahima Diop. Présentation Abdou Diouf.